L'excellence ne vient pas du jour au lendemain. En y ajoutant l'innovation du XXIe siècle, désormais, elle est sans limite. À United Bank for Africa, nous nous engageons à vous fournir le meilleur pour vous. Nous avons des racines bien ancrées en Afrique. Partout sur notre continent, nous favorisons l'inclusion financière, le commerce et l'esprit d'entreprise. Nous menons nos activités au Royaume-Uni et en France. Nous sommes la seule banque africaine possédant une licence bancaire nationale aux États-Unis. Nous comprenons l'importance du Golfe en tant que plaque tournante du commerce mondial. L'UBA est dotée d'une infrastructure technologique de pointe qui garantit non seulement de faire connaître au monde entier le talent et les perspectives de l'Afrique, mais aussi de ramener le monde entier avec elle. Parce que la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance est que nous serons toujours là pour vous. UBA, la Banque mondiale de l'Afrique. Let's go. Je vois encore rien. C'est bon. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, bienvenue à cette 12e session des UBA Business Series. Donc, c'est notre 12e session et c'est la première session de l'année. Donc, nous sommes heureux de tous vous recevoir. Aujourd'hui, nous avons un sujet spécial, un sujet important, un sujet, je dirais même capital. C'est pour cela que nous vous invitons à inviter vos amis, taguer qui vous voulez, taguer vos amis et connaissances, taguer les membres de votre famille afin que vous puissiez maintenant avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir investir dans l'immobilier au Gabon, avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir investir dans l'immobilier au Gabon. Aujourd'hui, nous avons une pointure de la vie économique du Gabon. Nous avons une pointure du domaine, du secteur de l'immobilier au Gabon. J'ai nommé Monsieur Philippe Chandezon, donc qui est notre invité du jour, qui nous a fait le plaisir de répondre positivement à notre invitation pour justement venir éclairer, pour venir accompagner, pour venir aider et aussi pour véritablement présenter comment investir dans l'immobilier au Gabon, quels sont les écueils, quels sont les challenges, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans l'immobilier au Gabon. Donc, cette 12e session va répondre à toutes vos interrogations et à toutes vos questions. UBA est là pour ça. Je tiens encore à vous rappeler, à dire déjà le thème du jour. Vous voyez que je me suis lancé vraiment très vite parce que le sujet est très intéressant et que tout le monde veut apprendre aujourd'hui. Alors donc, notre sujet pour cette 12e session, qui est notre première session de l'année, c'est investir dans l'immobilier au Gabon. Tout le monde veut savoir comment faire pour investir dans l'immobilier au Gabon. Quels sont les challenges, quelles sont les difficultés et comment faire pour réussir. Et aujourd'hui, vous aurez les réponses à vos questions et à vos interrogations. N'hésitez pas sur l'ensemble de nos plateformes sur lesquelles nous sommes en direct. N'hésitez pas de poser vos questions. N'hésitez pas sur LinkedIn où nous sommes en direct. N'hésitez pas sur Facebook où nous sommes en direct. Notre thème du jour, c'est investir dans l'immobilier. Comme vous le savez, l'immobilier est un domaine vaste. Et donc, nous avons décidé de rester d'abord sur les grandes lignes, justement. Et après, peut-être, il y aura beaucoup plus de détails sur des niches spécifiques. Mais nous restons globalement sur le pourquoi du comment de l'immobilier au Gabon. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, nous allons recevoir M. Chandezon. M. Chandezon n'est plus à présenter dans l'économie, au niveau de l'économie gabonaise et particulièrement dans le domaine de l'immobilier. Moi, j'ai pour habitude de dire que c'est vraiment la Bible, c'est la mémoire de l'immobilier au Gabon. Donc, c'est un pionnier qui a fait ses preuves, dont les preuves ne sont plus à démontrer dans ce domaine au niveau du Gabon. Et donc, justement, il a accepté de partager. Et comme vous le savez, le principe des UBA Business Series est assez simple. Nous avons une capitaine d'industrie, nous avons un responsable d'entreprise qui vient partager
son expérience. Il veut vous faire gagner du temps. Donc, il vient partager son expérience justement pour que vous ne puissiez pas commettre peut-être les erreurs que lui, il a pu commettre auparavant, tirer profit de son expérience énorme qu'il a aujourd'hui. Donc, Monsieur Chandezon, je ne sais pas si je peux, moi, faire son background. Son expérience est tellement grande et son expérience est multisectorielle. Donc, plusieurs domaines. Il est expert en immobilier, il est expert dans plusieurs domaines. Il appartient à plusieurs organisations. Il est directeur général de plusieurs entreprises. Donc, vraiment, je veux humblement, lorsque lui-même prendra la parole, il pourra vous donner plus de détails sur son long et riche parcours. Donc, connectez-vous. Invitez les gens, faites en sorte que les gens taguez les personnes que vous connaissez parce que c'est un sujet d'importance nationale. C'est un sujet qui est très important et c'est pour cela UBA a décidé de faire un webinaire sur ce sujet qui est d'importance nationale. Les gens se posent des questions sur comment investir dans l'immobilier. Les gens se posent des questions sur comment est-ce qu'ils vont se loger. Il y a un déficit important au niveau du logement, au niveau du Gabon. Donc, toutes ces problématiques, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre et surtout, nous allons tout faire pour être constructifs, pour vous apporter des réponses à vos interrogations et à vos questions. Alors, j'avoue, comme je le disais déjà tantôt, je vais laisser à Monsieur Chandezon lui-même la responsabilité, l'énorme responsabilité de pouvoir présenter son long et grand parcours au niveau du Gabon. Comme je dis encore, c'est vraiment la Bible de l'immobilier au Gabon. Et c'est un honneur pour nous de le recevoir. Et vraiment, je tiens à lui dire merci et à reconnaître encore son humilité. Son humilité et vraiment sa volonté de partager tout son savoir à la jeunesse gabonaise. Monsieur Chandezon, bonjour, vous avez la parole. Alors, vous avez la parole. Faites comme vous voulez. Vous avez la parole. Merci. Bonjour. Merci, Monsieur Eman, de m'avoir invité. Merci à UBA pour ces webinaires. Voilà, je vais, comme vous le disiez, essayer qui pensait rester toute sa vie dans sa capitale et qui, au moment de faire son service militaire, après avoir fait des études à l'École spéciale des travaux publics de Paris, a choisi de la coopération. La coopération, c'était une possibilité que l'on avait à l'époque. Au lieu de faire un an de service militaire, on pouvait faire 14 mois d'étranger. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à 22 ans à peu près au Burkina Faso, à l'époque, enfin non, Haute-Volta, pardon, c'était encore la Haute-Volta, où j'ai passé 14 mois à traverser le pays dans tous les sens en tant qu'ingénieur de brigade topographique. Voilà. Donc, à la fin de ce séjour, il y avait la possibilité, je devais normalement rentrer en avion. J'ai choisi une autre solution, c'est de déchirer le billet d'avion et de rentrer par le Sahara, dans lequel j'ai passé 4 mois. Donc, je suis arrivé au printemps à Paris. J'ai commencé à travailler normalement. Et dès que l'automne est arrivé, l'appel de l'Afrique a été plus fort. J'ai accepté dans des conditions un peu particulières. Ce monsieur étant illettré, mon contrat de travail tenait en 3 lignes, le salaire, une voiture, un logement. Voilà, et je suis reparti donc début 75, c'était toujours la Haute-Volta, et j'ai démarré cette entreprise qui s'appelle Milliardaire Analphabète, et j'ai travaillé 2 ans avec lui en déployant. Au bout de 2 ans, j'avais, je crois, 12 expatriés et 1000 employés. On commençait à avoir des gros chantiers de barrages, de routes, et à ce moment-là, j'ai préféré me mettre à mon compte, mais je suis toujours resté un ami de ce monsieur jusqu'à ces derniers jours. Et je me suis mis à mon compte. Donc, j'ai travaillé jusqu'en 79 sur un bureau d'études que j'avais créé à Ouagadougou, toujours. Dans début 80, je suis allé m'installer en Haute-Volta. Je suis allé m'installer à Abidjan, où j'ai fait 3 ans, toujours dans l'immobilier. Et la crise économique venant, j'ai
quitté la Côte d'Ivoire. Sur 40 ans en Côte d'Ivoire, 20 000 avaient choisi de quitter la Côte d'Ivoire. Donc, je suis arrivé début 84 à Libreville. Et c'est là que j'ai créé l'entreprise BI. Ma connaissance, il y avait 2 entreprises. Il y avait l'agence Césalory qui existait et une agence qui s'appelait Immobilier 2000, créée par 2 anciennes commerciales de l'agence Césalory. Donc BICP a été la 3e agence connue sur la place de Libreville. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de commencer à trouver des gens qui avaient des terrains en titre foncier que j'ai commencé à morceler et vendre, donc créer des titres fonciers et vendre ces titres fonciers. J'ai eu également la chance de rencontrer le directeur de Dumez, qui est une société qui avait construit un immeuble indépendant 65 que j'ai pu vendre en exclusivité, en un peu obligé de faire du syndic, j'étais obligé de faire de la gestion et l'entreprise s'est développée. En 1990, j'ai créé agence numéro 1. Je suis allé chercher en France une franchise d'agence immobilière de manière à avoir de la formation et d'essayer de travailler au Gabon avec des normes européennes. Donc, on a créé agence numéro 1 sur lequel j'ai mis tout ce que j'avais en gestion location pour me concentrer plus particulièrement sur la promotion immobilière. À l'époque, le président Omar Bongo avait demandé à des entreprises privées de l'aider à faire des logements et j'ai demandé donc l'attribution d'un terrain qui est devenu les Hauts-d'Angondjé, près des châteaux d'eau. Il faut savoir qu'à l'époque, à part le delta postal, il n'y avait absolument aucun bâtiment à Ngondjé, sauf la SNI qui commençait à construire ses premiers logements, où il y a maintenant, à ce moment-là, donc j'ai développé les premiers logements, enfin les premières viabilisations de terrain, avec toutes les difficultés que cela engendre. Que dire de plus? Après, j'ai fait il y a eu d'autres expériences. Une expérience avec un ami en 1911-1912, un journal qui s'appelle Économie Gabon, qui existe toujours, que malgré les vicissitudes, malgré la période Covid et tout ça, que nous sommes même en train de restructurer. Et en dehors de ça, fait important en 2017, pardon, il y a eu une loi réglementant l'immobilier au Gabon. Cette loi prévoyait la création, et nous avons donc créé avec les principales agences, l'AGAI, Association gabonaise des agences immobilières, qui existe maintenant depuis environ 4 ans, mais qui malheureusement, cette association regroupe 18 agences immobilières, et normalement, donc 18 agences immobilières. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule réunion d'agrément et il n'y a que 8 agences immobilières actuellement au Gabon qui possèdent un agrément du ministère de l'Habitat. Agrément rendu obligatoire par cette loi pour pouvoir exercer. Voilà, donc en dehors de ça, nous sommes également avec le directeur de la SNI en train de créer fédération des agences immobilières, des promoteurs immobiliers, pardon, et qui va reprendre une ancienne association qui avait été créée dans les années 95 pour avoir une antériorité. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Alors, merci, M. Chandezan, pour cette présentation, pour ce retour sur votre expérience. Je sais que ce que vous avez dit est très peu par rapport à ce que vous avez déjà fait. Mais en tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir sur les UBA Business Series. Donc, nous allons passer à la partie présentation, justement. Comment investir dans l'immobilier au Gabon? Nous savons que il y a beaucoup de challenges dans l'investissement immobilier au Gabon, mais au-delà des challenges, il y a surtout aussi certainement beaucoup de bénéfices et beaucoup d'intérêt à investir dans l'immobilier au Gabon. Alors donc,
nous allons passer à la présentation dans laquelle vous allez justement développer et montrer les différents points qui sont les différents éléments qui sont liés à comment investir au Gabon. Vous avez la parole, vous pouvez continuer. Alors, investir au Gabon est un vaste sujet. Tout le monde peut investir au Gabon. Donc, il y a cette loi qui réglemente l'immobilier maintenant, qui est très précise. Malheureusement, c'est difficile de la faire appliquer. Il y a beaucoup d'informels dans le secteur immobilier. Et je pense que ça reste un gros problème. J'ai connu beaucoup de sociétés de tous les pays, des sociétés françaises, américaines, allemandes, belges et tout ça, qui ont fait des tentatives de promotion immobilière et qui ont malheureusement échoué pour différentes raisons, souvent pour des problèmes fonciers. Donc je pense que le problème foncier, le principal problème sur lequel il va falloir se pencher à l'avenir pour pouvoir résoudre le problème de manque de logement pour les Gabonais. Ok, est-ce que la présentation passe? Alors, donc nous allons passer aux différentes questions. Les questions vont permettre justement d'édifier le public. Monsieur Chandezon, l'immobilier au Gabon en quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres liés à l'immobilier au Gabon, s'il vous plaît? Alors, quand on parle d'immobilier, moi, je reviens toujours au foncier. Les chiffres que je peux vous donner proviennent d'une étude que j'ai fait moi-même. Quand je suis arrivé au Gabon en 1984, le Gabon en entier, disposait de 6 000 titres fonciers. J'ai fait la même étude pour mon journal en 30 ans après, exactement 30 ans après. Donc, en 2014, il y avait à l'époque, je suis allé à la conservation foncière, la personne qui transcrivait les titres fonciers était en train de créer le 18 millième titre foncier. Donc, on peut dire qu'en 30 ans, il s'est créé 12 000 titres fonciers au Gabon, sachant que la COFET, société privée qui était la société technique un peu du cadastre, a créé elle-même 10 800 titres fonciers. Donc, on peut dire que la COFET était arrivée à peu près en même temps que moi au Gabon, en 1984. Sur les 30 années, avait créé 90% des titres fonciers du Gabon. Donc, on était en 2014 à 18 000 titres fonciers. Je pense qu'on est aujourd'hui à 28 000, environ 28 000. Ce qui fait que dans les 10 dernières années, enfin dans les 8 ou 9 dernières années, il s'est créé 10 000 titres fonciers. Donc, le phénomène s'est accéléré. La raison, c'est souvent des lotissements qui avaient été faits, par exemple pour la SNI, qui avaient été faits mais qui n'avaient pas été vendus. Donc, les personnes qui habitaient ces lotissements étaient des locataires. Et au bout de 25 ans, on a commencé à vendre à ces locataires, ce qui fait qu'on a morcelé des grands titres fonciers pour faire des lots de 100, 200 titres fonciers nouveaux. Donc, on est aujourd'hui environ à 28 000 titres fonciers. Mais je crois, d'après ce qu'on dit, il y aurait une quarantaine de milliers de titres fonciers en attente de régularisation à l'ANUTTC, agence qui a été créée pour remplacer le cadastre. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait voir, il y a beaucoup, on s'aperçoit que si on va au tribunal, tous les gens vous diront qu'il y a environ 70% des dossiers traités au tribunal qui sont des dossiers de base immobilière, des dossiers fonciers. Donc, il faudrait trouver des solutions pour pouvoir, sachant que quand vous achetez un bien immobilier, normalement, vous ne devriez acheter que des titres fonciers, ou au pire, une réquisition d'immatriculation qui peut devenir un titre foncier à votre nom. Je continue. Merci, M. Chandezon. Nous allons poursuivre la partie questions. Alors, quels sont, selon vous, les acteurs clés du marché? Il est tout de même important de pouvoir de savoir quels sont les acteurs clés, puisque nous parlons ici d'un écosystème. C'est le ministère de l'Habitat, qui est surtout à travers l'ANUTTC, qui est donc cette agence qui a été créée pour créer les titres fonciers. Il y a bien sûr le ministère de l'Économie, dont dépend la conservation foncière, qui, elle, enregistre les titres fonciers. Il y a le ministère de la Justice,
puisque, à travers le tribunal, puisque malheureusement beaucoup de dossiers de vente se terminent au tribunal. Ensuite, il y a les agences immobilières, donc qui devraient toutes être agréées, les courtiers en immobilier, et ça, il y en a des centaines, voire des milliers, parce que chaque gardien, eux, pour faire des programmes plus importants de construction ou de viabilisation de terrain. Il reste bien sûr les assureurs, les banques et les notaires. Merci, Monsieur Chandezan. Nous allons passer. Je tiens à rappeler au public que n'hésitez pas de poser les questions. Vraiment, nous avons l'occasion là d'avoir Monsieur Chandezan à notre disposition. Et comme je le disais tantôt dans mon propos introductif, que c'est véritablement une bible pour l'immobilier au niveau du Gabon. Donc, sur nos différentes plateformes, je tiens à inviter nos internautes à ne pas hésiter à poser des questions. Si la régie, si nous avons déjà des questions, n'hésitez pas de nous les présenter. Si nous avons déjà des questions du public, nous allons, nous, à notre niveau, continuer. Voilà, donc, nous avons une question du public que nous allons prendre déjà exceptionnellement, ce qui est déjà à partir de quel montant pouvons-nous démarrer des investissements en immobilier? Alors, si l'on veut rester dans la règle, malheureusement, un investissement immobilier commence généralement par l'acquisition d'un terrain. Et quand on parle de terrain, il y a soit des terrains qui ont des simples, qui n'ont pas de papier. Alors là, on trouve des prix à 2 millions, 3 millions. On voit ça tous les jours sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook. Ça, c'est, je dirais, danger parce que c'est souvent ces cas-là qui se retrouvent au tribunal. Ensuite, si l'on arrive sur des terrains en titre foncier, je pense que les terrains en titre foncier, moi, il y a 30 ans, quand j'arrive du mètre carré, terrain sur lesquels il avait fallu faire toutes les études, il avait fallu faire les routes, il avait fallu faire les assainissements et souvent amener l'eau, l'électricité qui était quelquefois distant du terrain d'origine. Donc, maintenant, un terrain minimum, je pense qu'il faut parler de 20 000 francs dans des quartiers un peu isolés, des terrains pour un vrai terrain en titre foncier. Et ces prix peuvent aller jusqu'à 200 000 francs sur des terrains à la Sablière, bord de mer, où il n'y a pas de prix. Il y a eu des cas de terrains qui se sont vendus à Louis, des tout petits terrains sur lesquels des terrains de 400 mètres carrés qui se vendaient à 500 000 francs du mètre carré parce que la personne savait qu'elle allait pouvoir faire un immeuble de 7 ou 8 étages dessus. Mais donc, il faut toujours un rapport entre le prix du terrain et la construction que l'on va mettre dessus, bien sûr. Merci, Monsieur Chandezan, pour cette réponse. Alors, nous allons continuer avec les questions du public. Là, nous avons une autre question qui est sur LinkedIn. Alors, donc, nous avons sur Facebook, merci la régie d'avoir envoyé. Alors, sur Facebook, nous avons cette question qui est posée de Sergi Moore. BICP possède-t-il un fonds de placement ouvert aux petits porteurs pour investir dans l'immobilier? Alors, je crois qu'il faut mettre les choses au point. Le B de BICP ne veut pas dire banque, comme certaines personnes pourraient le penser. C'est un bureau international bureau international de conseil et de promotion. Nous ne sommes absolument pas des banquiers et nous n'avons pas la prétention de faire des crédits. Alors, normalement, il y a eu, j'ai connu à l'époque, à mes débuts, il y avait le CREFOGA, qui fournissait des crédits aux acquéreurs, mais qui a fait faillite. Il y a eu ensuite il y avait la BGD aussi, qui faisait des crédits immobiliers, et il y avait donc toutes les banques privées, bien sûr, mais il y a aussi la Banque de l'Habitat qui a fait également faillite. Donc, je pense que comme dans beaucoup de pays, il manque des biens avec des taux de personnes. Ça, c'est tout un problème. Il y a eu, je reviens aussi, on avait créé en Côte d'Ivoire, j'avais connu le CRH, le compte de refinancement de l'habitat, qu'on a recréé au Gabon, compte de financement de l'habitat qui a été créé il y a une dizaine d'années peut-être, avec un fonds venant de l'AFD, l'Agence française de développement, un fonds de 3 milliards que l'AFD prêtait au CRH à un taux de 3%. Le CRH reprêtait ses fonds à 6% à la banque et vivait sur le différentiel de taux. Et la banque arrivait à faire des crédits, avait des fonds pour faire des crédits à long terme pour les acquéreurs, malheureusement limités à 20 millions CFA, mais faire des crédits à long terme à un taux d'environ 8%.
ce qui est encore un taux acceptable aujourd'hui, sachant que les taux bancaires varient plutôt de 9 à 15%. Merci, Monsieur Chandezon. Nous avons une autre question du public, donc sur LinkedIn cette fois-ci, de Tony Mo-Obiang, qui dit ceci. Sinon, investir dans l'immobilier, c'est ceux qui ont de vrais capitaux. Donc, j'imagine que si j'essaie de paraphraser la question, c'est pour dire certainement investir dans l'immobilier, c'est pour ceux qui ont de l'argent ou pour les riches. Quelle réponse donnez-vous à cette question? Alors malheureusement, effectivement, c'est plus facile d'investir quand on a des fonds propres, mais bon, il y a moyen de créer. Moi, je suis arrivé ici, je vous dis, après une période catastrophique en Côte d'Ivoire. J'avais par mes économies, j'avais investi, j'avais acheté 5 appartements en France, dont je payais les remboursements tous les mois, et il a fallu, j'en ai perdu 4. Les banques m'ont saisi 4 appartements, donc je suis reparti pratiquement à zéro en 1984 quand je suis arrivé au Gabon. Mais par mon travail, par les honoraires de vente, parce que ce que j'ai fait, j'ai pu petit à petit capitaliser. Et j'avoue que dans le domaine immobilier, je n'ai pratiquement jamais pris de crédit, sauf pour une construction personnelle. Sinon, les projets de lotissement, j'ai toujours autofinancé. Donc, on peut, en commençant petit, effectivement, c'est la politique des petits pas. Soit on a beaucoup d'argent, effectivement, on investit facilement, soit on économise petit à petit. Et quand on a un peu d'argent, on fait une petite opération qui théoriquement doit être rentable. En revendant cette opération, on gagne un peu plus et on va crescendo petit à petit. Merci, M. Chandezon. Nous allons prendre une autre question du public qui est très intéressante, celle-là, de Ryan Kopp. Vous recommandez la location ou la vente des biens immobiliers en termes de rentabilité? Alors, c'est deux choses différentes. Soit moi, j'ai fait souvent, disons que je ne suis pas attaché aux biens matériels, donc j'ai souvent construit des maisons que j'ai ensuite revendues quand j'avais l'opportunité pour essayer de faire quelque chose de mieux. Par contre, j'ai investi aussi dans un petit immeuble à Louis, où j'ai fait les travaux de rénovation que j'ai mis en gestion locative et en meublé. Et là, il y a effectivement une forte rentabilité. Il faut dire que les rentabilités ont quand même baissé et risquent encore de baisser parce que je crois qu'il y a des nouvelles lois en prévision. J'ai connu, quand je suis arrivé au Gabon, quand j'ai vendu l'immeuble du Mez, il y avait une loi qui permettait de louer un appartement qu'on avait des rentabilités brutes d'environ 16%. Cette loi a été changée, on est passé et on est toujours actuellement plus ou moins à la loi du centième. C'est-à-dire qu'on a le droit de louer au maximum, on a un contrôle des prix, on a le droit de louer le maximum, le centième de la valeur vénale de son bien. Ce qui diminue bien sûr la rentabilité, mais qui reste quand même intéressant par rapport à ce qu'en France, l'équivalent, en France, on a en général des rentabilités immobilières de l'ordre au mieux de 4 à 6%, avec beaucoup d'impôts dessus. Et ça réduit, disons, des marges nettes à entre 3 et 4% de rentabilité sur des locations. Merci à notre public pour ces questions. Merci. Nous allons continuer. Je vous encourage à continuer à poser vos questions. Hein. Nous avons une autre question. Nous avons une question ici. Alors, quelles sont selon vous, Monsieur Chandezon, les principales caractéristiques du marché de l'immobilier au Gabon? Qu'est-ce qui le caractérise ou qu'est-ce qui le différencie des autres marchés? Alors, on revient toujours à cette question, le pourcentage de terrains titrés. Il y a beaucoup d'informels, aussi bien dans les terrains que dans les ventes de terrains. Et c'est ce qui ralentit un petit peu le marché. Moi, je connais bien le marché, par exemple, en Côte d'Ivoire, où depuis longtemps, il y a eu la création d'une banque de l'habitat, il y a eu un environnement où les promoteurs sont plus à l'aise pour avancer. J'ai connu beaucoup de sociétés qui sont venues ici, qui ont lancé des projets. Moi-même, quand j'ai démarré en 84, il y avait une société comme TP Gym qui avait conçu, c'était le directeur, M. Bonhomme de Montaigu, était un ingénieur qui avait conçu une machine permettant de fabriquer de couler une maison par jour, maison traditionnelle en béton. Donc, il avait un seuil de rentabilité à 250 maisons par an et il a fait 140 maisons en 4 ans à force des lenteurs administratives pour obtenir ces terrains. Et ce monsieur qui était très riche quand il a commencé en 84 est parti ruiné 10 ans après 10 ans de travail acharné. Il n'est pas toujours rose.
Voilà, tout n'est pas toujours rose dans le domaine de l'immobilier. Justement, on va poser une question qui est liée directement au foncier. Alors, les problématiques liées au foncier constituent-elles un écueil au développement de l'immobilier au Gabon? Ça semble évident. Effectivement, moi, au départ, je voulais faire surtout des lotissements, construire des maisons, et je me suis aperçu qu'il était plus intéressant de faire plutôt de l'accessibilité au terrain, c'est-à-dire de créer des vrais titres fonciers. Et ça demande tellement d'efforts et les démarches sont tellement longues que c'est vraiment très difficile. Je vois pas beaucoup de sociétés qui ont réussi. Peut-être des sociétés comme la SNI qui ont des facilités parce qu'elles sont un peu parétatiques, ou la CDC qui ont réussi à faire des programmes d'ampleur. Mais même ça, je me souviens, les 500 villas de la SNI qui ont été faites à ce qu'on appelle la cité Entraco, puisqu'elle a été sous-traitée, enfin c'est Entraco qui a fait la construction en sous-traitant à des tâcherons. On arrivait à l'époque à sortir des villas à 37 millions, à peu près 35 millions à peu près. 35-37 millions, je crois, la petite villa, sur des terrains de 350 mètres carrés, avec des maisons qui n'étaient pas extraordinaires, qui n'avaient pas d'eau, qui n'avaient pas d'électricité. Donc les gens avaient effectivement un titre foncier. Donc ils achetaient 37 millions, un titre foncier, pour avoir un terrain de 350 mètres carrés. C'est-à-dire, à l'époque, à fin fond d'Angongé, ils achetaient un terrain sans eau, sans électricité, à plus de 100 000 francs du mètre carré. Parce que beaucoup ont rasé les maisons pour se reconstruire une maison dessus. Donc ils achetaient simplement le fait d'avoir un véritable titre foncier. Merci, Monsieur Chondezon. Alors, on va regarder du côté du public. Est-ce qu'il y a quelques questions? Nous avons ici… nous avons Marilou Gado. Quelles sont les différentes étapes de l'achat d'un bien immobilier, j'imagine, de l'achat immobilier d'un appartement, par exemple? Bon, soit vous faites par le bouche à oreille, on ne peut pas empêcher les réseaux WhatsApp, les gens de vendre, comme on dit, de PAP, de particulier à particulier, mais le plus intéressant, c'est d'aller voir des agences immobilières qui vont vous proposer des produits. L'intérêt de l'agence, c'est que l'agence va avoir déjà vérifié que le produit est bien et sain, un titre foncier, n'a pas de problème, n'a pas d'hypothèque. Enfin, ça, c'est aussi le rôle du notaire à terme, mais c'est le rôle, à mon avis, de l'agent immobilier pour préparer une vente. Ce n'est pas la peine d'attendre d'aller chez le notaire pour s'apercevoir qu'il y a des problèmes. Donc, l'agent immobilier, avant de prendre un bien en exclusivité ou en non-exclusivité, doit vérifier si ce bien est vendable. Ensuite, donc après, c'est de négocier le prix et de passer par un notaire, bien sûr, pour l'achat, qui, lui, fera toutes les démarches administratives, vérifiera, se rapprochera de la conservation foncière, voir s'il n'y a pas d'hypothèque sur le bien. Quand on est dans des immeubles, il y a aussi les problèmes de charges. Souvent, les gens ici ne sont pas trop habitués à payer des charges. Ils ne comprennent pas, ils sont propriétaires de leurs biens, ils ne comprennent pas qu'il y a des charges. Pourtant, dans l'immeuble, il y a des ascenseurs, il y a des gardiens, il y a tout ça. Faut bien payer ces gens-là. C'est souvent un problème aussi, ici, le problème de la garantie des charges. Donc après c'est le notaire qui fait la vente et qui finalise. Alors, Monsieur Chondezon, pourquoi le coût d'une maison est-il aussi élevé, aussi cher au Gabon? Pourquoi les maisons coûtent aussi cher au Gabon? Je crois que quand on parle de la maison, on parle de l'ensemble maison plus terrain. Donc, on a expliqué les coûts des terrains qui étaient relativement élevés. Ensuite, il y a le coût des matériaux, bien sûr. Les matériaux ont doublé. Je crois que le fer à béton, en un an, a doublé de valeur. Il y a le coût, il y a eu l'effet Covid sur le transport qui va petit à petit s'atténuer, mais partout dans le monde, il y a eu des augmentations, il y a des problèmes d'inflation qu'on retrouve un peu partout. Et on n'a pas trouvé encore la formule miracle, je cherche de partout. Là, j'ai ramené dernièrement un procédé que je connaissais déjà depuis 6-7 ans, mais qui, je pense, va pouvoir être intéressant. De maison, les gens sont plus ou moins réfractaires à ce qu'on appelle le préfabriqué. Là, c'est un procédé semi-traditionnel, c'est-à-dire c'est du métal déployé qui sert d'armature et dans lequel on projette du béton allégé. Donc, on fait des murs en béton armé. Et ça permet de construire très vite des maisons isothermes et de très bonne qualité.
à des coûts qui… je suis en train d'essayer de faire des premières expériences, puisque c'est un procédé qui existe dans le monde entier et qui, bizarrement, il y a eu quelques expériences en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et par contre, à titre d'exemple, c'est un procédé qui a été créé il y a 35 ans et qui a permis de construire toute, à Marne-la-Vallée, le Euro Disney. Aussi bien les maisons que les maisons, que les montagnes, par exemple, parce que c'est des coffrages qu'on peut tordre, on peut donner la forme que l'on veut. Donc, ça permet également en immobilier de donner des formes particulières à certaines maisons. Merci, Monsieur Chandezon, pour sa réponse qui, je pense, arrive à étancher notre soif. Avec les besoins importants en logement au Gabon, ce qui représente une vraie opportunité pour les opérateurs économiques, voire pour l'État, bien sûr, pourquoi la demande n'est-elle toujours pas satisfaite? C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même qu'il y a un gros gap entre les besoins, donc la demande, et l'offre. La demande est grande, mais l'offre est petite. Et pourtant, ça représente des opportunités ou une grosse opportunité, que ce soit pour les acteurs privés ou bien même pour l'acteur principal qui est l'État. Pourquoi cette demande n'est toujours pas satisfaite à ce jour? On en revient toujours au problème du foncier. L'État n'a pas réussi à mettre les mécanismes en place pour créer des terrains. Il y a eu des cas dans les années 2010 à peu près, des gens qui sont venus, qui ont commencé à faire la viabilisation. On leur avait promis des terrains viabilisés. Quand ils sont arrivés, on leur a dit bah non, est-ce que vous pourriez faire la viabilisation? Personne n'a dit oui, a passé un marché, a commencé sa viabilisation, n'a pas été payé, l'État devait lui rembourser bien sûr la viabilisation, ça n'a pas été fait et donc ça a périclité et ça se termine souvent sur des procès qui sont sur les places internationales. Donc le problème, c'est avant tout un problème de foncier, je crois. Construire des maisons, tout le monde sait construire. Un Gabonais, si on lui donne un bon terrain, il va trouver des tâcherons, il va trouver des petites entreprises gabonaises. Il y a des tas de PME qui sont capables de faire des bonnes constructions, mais malheureusement, c'est toujours le problème du foncier qui revient. Et je crois que c'est vraiment le problème principal. Donc, le foncier comme goulot d'étranglement. Donc, il faut trouver une solution par rapport au foncier. Alors, une autre question, celle-ci est beaucoup plus aujourd'hui. Quelles sont les niches rentables dans l'immobilier au Gabon? Est-ce que déjà l'immobilier de façon générale est rentable? Et si oui, quelles sont les niches rentables? Alors, c'est toujours pareil, l'immobilier est rentable quand il est bien fait. C'est le même problème en France. On voit beaucoup sur Internet des gens qui vous proposent de devenir riches en quelques années. Et effectivement, en achetant, alors en France, on a la facilité. Après, il y a le deuxième problème, c'est le problème du financement. En France, on avait, jusqu'à l'année dernière, on arrivait à avoir des crédits immobiliers à 1%. Aujourd'hui, on est aujourd'hui entre 2 et 3% avec l'inflation. Et il semble probable qu'à partir du mois de juin-juillet, on va monter à des taux de 5%. C'est-à-dire que les taux immobiliers auront été multipliés par 5 en un an. Donc, ça va freiner aussi l'immobilier. Il va y avoir une crise également. Donc, ici, on a toujours eu des taux bancaires très élevés. Je pense que c'est ça qui freine l'achat. Mais sinon, c'est toujours pareil. Si on arrive à trouver des financements, des gens, par exemple, qui peuvent avoir de l'argent extérieur et qui peuvent faire venir des fonds avec un crédit extérieur à un taux moins élevé, auront forcément une meilleure rentabilité. Merci, M. Chandezon. On va vous poser une autre question qui ressemble à s'y méprendre à celle qui nous a été posée par un internaute tout à l'heure, mais formulée justement de façon différente. Qui pour financer l'immobilier au Gabon? En fait, la question, c'est de savoir est-ce que c'est une affaire de riches ou une affaire de pauvres? Qui peut investir dans l'immobilier au Gabon? Oui, on revient. C'est pas une affaire de riches ou une affaire de pauvres. Effectivement, les banques sont relativement frileuses. Toujours pareil, on revient au problème du foncier. Les banques ne vont financer que si vous avez un titre foncier. Ça, c'est évident, parce que sinon, elles n'ont aucune garantie. Alors déjà, il y a un problème de certains titres fonciers. Le tribunal administratif a annulé certains titres fonciers. On se demande pourquoi, parce que normalement, un titre foncier est inaliénable, mais il commence à y avoir des problèmes de titres fonciers qui se superposent. Bon, ça, c'est des problèmes annexes, mais qui sont récurrents et qui viennent de plus en plus troubler l'avancement des projets. Et notre question, le niveau de maturation de ce marché, donc je veux dire ici du marché de l'immobilier,
est-il propice à une taxation à ce stade? Alors, bien sûr, on a tendance, l'idéal, ce serait de pouvoir taxer légèrement tout le monde. Le problème, c'est que comme souvent, il y a peu de gens qui sont dans la régularité. Donc, c'est les gens qui sont réguliers qui sont les plus taxés. Et effectivement, les taxes immobilières deviennent, il y a le CFU qui va être mis en place, qui a été mis en place en début d'année. On attend de voir comment il va être appliqué. Et l'immobilier commence à être taxé assez fortement, surtout pour les sociétés civiles. On a eu par exemple par deux fois par décret, les droits d'enregistrement au moment de la vente sont passés, qui sont toujours actuellement de 8%. Par deux fois, ils ont été placés à 15%. Résultat de la course, pendant un an, il y avait plus, les gens n'achetaient plus parce qu'ils n'étaient pas prêts à payer 15% de droits. Donc, en augmentant les taxes et en croyant gagner plus, on gagne moins. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Je crois que c'est partout, dans tous les pays pareil. Nous avons une question du public, là, de Willy Boussamba. Il dit ceci. Le nombre de titres fonciers semble relativement faible dans un marché où beaucoup cherchent à se loger. Quels sont… Voilà, donc merci la régie. OK. Donc, le nombre de titres fonciers semble relativement faible dans un marché où beaucoup cherchent à se loger. Quelles sont ou seraient les pistes de solutions pour résorber cette problématique d'accès aux titres fonciers et donc à une propriété saine? Alors, c'est peut-être de revoir la politique de la NUTTC, qui était censée, on nous avait dit qu'en 6 mois, on allait créer un titre foncier. Je pense qu'il y a un temps minimum pour créer un titre foncier, mais entre 6 mois et 6 ans ou 10 ans, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver pour arriver à avoir des choses saines. Il y a aussi les blockchains qui commencent à se faire, c'est-à-dire que c'est une espèce de base de données où personne ne peut intervenir, où tout est sécurisé, où on pourrait justement les 40 000 titres fonciers qui sont en attente à la NUTTC, si on pouvait les régulariser plus rapidement, déjà ça ferait plus que doubler le potentiel actuel. Et ça réduirait bien sûr tous les litiges que l'on peut connaître. Nous avons plusieurs questions, nous allons aller une par une, justement. Donc, nous avons une question de Ivan Mélina Bourdet-Xavier. Pouvez-vous citer les différents challenges que nous pouvons rencontrer lorsqu'on veut investir dans l'immobilier au Gabon? Alors, ça fait plus de 50 ans que je fais de l'immobilier. Je crois, on m'a toujours dit, c'est un peu un gag, il y a 3 critères dans l'immobilier. Premièrement, l'emplacement. Deuxièmement, l'emplacement. Troisièmement, l'emplacement. Déjà, je pense que pour investir, il faut trouver le bon endroit. Parce que le même investissement, si vous construisez une villa, la même villa construite à Battery 4 ou à Nzenayong, n'aura pas la même valeur locative, même sur la même villa sur le même terrain. Ça peut varier du simple au double ou du simple au triple. Donc, l'emplacement est très, très important dedans. Ensuite, la qualité de construction, trouver le bon entrepreneur qui va vous faire à moindre coût ou un rapport qualité-prix acceptable la meilleure maison possible. Et ensuite, essayer de trouver après les bons locataires, des gens fiables qui puissent vous payer sans être obligé de courir après eux tous les 20 mois. Merci, M. Chandezon. Autre question du public, Thierry Alain, qui dit « Bonjour à tous, pouvez-vous nous parler du bail amphithéotique au Gabon ?» Le bail amphithéotique. C'est un bail qui se pratique et qui est réglementé. On appelle ça la loi Minco, qui permet de construire sur un terrain, il faut toujours partir d'un titre foncier, bien sûr, et l'on construit avec une durée d'exploitation qui est variable jusqu'à maximum 25 ans pour un investissement de 100 millions CFA. Je ne sais pas si les chiffres ont été revenus, mais moi j'ai fait sur mon immeuble BICP, j'ai fait un bail à construction en l'an 2000 qui va se terminer dans un an ou deux. Oui, en 25 ans, c'est ça, dans 2 ans. Donc ce bail à construction, je paye, il y avait un ancien bâtiment. Il y a 2 choses dans un bail à construction. Il y a la durée qui est importante et le montant, on paye quand même un loyer.
C'est-à-dire, si quelqu'un vous donne un terrain nu, on expertise le terrain et on voit la valeur du terrain. Moi, j'avais déjà une construction dessus. C'était un immeuble c'était un ancien bail à construction qui avait déjà 30 ans, qui venait à sa fin. L'immeuble était dans un état lamentable. Il avait été prévu sur 2 étages avec une charpente provisoire en oukoumé qui était mangée par les termites. Et donc, j'ai repris ça. On a évalué à peu près avec les propriétaires. Souvent, c'est des familles qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui font des baux à construction. Ça permet de répartir les loyers après dans la famille et de savoir qu'au bout de les générations futures ou la famille, 25 ans après, va récupérer un bien beaucoup plus important, avec une valeur beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient au départ. Donc, dans mon cas, on avait estimé la valeur, je crois, 1,5 million qui a augmenté un petit peu depuis, et à moi de rentabiliser après, de faire les travaux et de rentabiliser par la location. Donc, toujours partir d'un titre foncier, de toute façon, c'est théoriquement pas possible autrement, et voir calculer la durée. J'ai eu un cas, j'avais fait une maison à batterie 4 également, dans laquelle j'ai vécu quelques années, une maison à batterie 4 où le propriétaire avait préféré, j'avais le droit pour l'investissement, il y avait environ 80 millions d'investissements, j'avais le droit à 14 ans, je crois, ou 15 ans ou 17 ans de bail, et il a préféré faire un bail de 12 ans en faisant un loyer très faible. Donc tout est possible, ça peut se discuter. Merci, M. Chandezon. Une autre question du public, cette fois-ci de Yannick Bonheur, non, de Krila Louembe, qui a une question. Comment faire pour être actionnaire dans votre entreprise et à partir de combien nous pouvons avoir, je crois, des actions chez vous? Voilà. Alors, je vais dire que BICP, en gros, est une entreprise familiale. Quand je suis arrivé au Gabon, on m'avait dit qu'il faut absolument s'associer avec un Gabonais. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Et puis, j'ai trouvé des amis, on a discuté, et puis ça traînait. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais non, pas du tout. Je travaille au ministère du Commerce. Venez me voir demain. Je vous expliquerai. Et en fait, j'ai démarré par une entreprise individuelle qui est devenue après entreprise SARL. Et je suis toujours en SARL. Mais on va dire que j'ai une dernière fille qui a 20 ans, qui est en école de commerce, qui compte faire une spécialisation en immobilier et revenir au Gabon dans quelques années, et peut-être pour prendre la suite. Donc, à moi de tenir le coup jusque-là. Merci, M. Chandezon. Nous avons une autre question de M. Walter Mabiala Ompoussa qui pose cette question. Comment aujourd'hui se fixe la commission sur les transactions immobilières au Gabon? Existe-t-il une loi? Oui, alors tout à fait. Il y a cette nouvelle loi. Moi, j'ai travaillé pratiquement pendant 35 ans, enfin, jusqu'à ce que cette loi arrive, avec des commissions à 5%. Ce qui me semblait raisonnable, et j'ai toujours vécu avec. Alors effectivement, les conditions sont plus difficiles, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut augmenter les commissions. La nouvelle loi prévoit des honoraires entre 10 et 15%. Donc, ce qui est difficilement applicable, mais les gens appliquent maintenant souvent, c'est toujours négociable, souvent les gens appliquent 15%, avec le principe de l'AGAI, enfin le principe général, c'est-à-dire qu'on peut travailler en interagence. Moi, j'essaye toujours sur un produit de bien le vérifier, de prendre un mandat exclusif. Et quand j'ai ce mandat exclusif, je ne suis pas sûr de trouver l'acheteur. Par contre, je le mets dans notre réseau de l'AGAI et tout le monde peut vendre ce bien. Et en cas de vente avec une autre agence, on partage à 50-50 les honoraires. Nous avons une question du même internaute qui pose cette question. Pour la création d'une agence immobilière, en combien de temps et quelles sont les conditions pour obtenir une licence ou un agrément? Alors, il y a 2 choses. Créer l'agence immobilière en tant que société, vous allez, maintenant la NPI fonctionne très bien. Je pense que ça peut se faire assez rapidement, peut-être 1 mois, 2 mois. Mais deuxième chose, avant de pouvoir fonctionner en tant qu'agence immobilière, il faut théoriquement ce fameux agrément donné par le ministère de l'Habitat. Et là, il n'y a pas de date. Je vous dis, la loi date de 2017. Donc, elle a maintenant 5 ans. Et depuis, il y a eu une seule commission d'agrément. Donc, même plus de la moitié des membres de l'AGAI n'ont pas encore obtenu leur agrément. Donc, ça, je ne pourrais pas donner de chiffres. J'attends de voir le ministre pour en discuter avec lui, pour essayer d'accélérer les choses de manière à diminuer le marché informel. Alors, nous avons pas mal de questions. Vraiment,
tenons à remercier le public pour son engouement par rapport à ce sujet et nous remercions M. Chandezon pour les réponses qui sont proposées à toutes les présenter par rapport aux interrogations qui sont faites. Nous avons encore beaucoup de questions, mais nous sommes malheureusement en train d'arriver lentement mais sûrement à la fin de ce webinaire. Nous allons prendre encore 2 questions et ensuite on aura le mot de la fin pour notre invité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, donc n'hésitez pas, vous savez où se trouvent les bureaux de BICP. Monsieur Chandezon et son équipe se feront un plaisir de pouvoir vous recevoir et de pouvoir vous accompagner éventuellement sur vos différents projets. Alors ici, nous avons une question de Lionel Jerry Nzé Nyangon qui pose cette question. Que pensez-vous du manque d'urbanisation? Ok, d'accord. Désolé, la régie. Encore une fois, après la régie. Alors, nous avons Esther Kondo, épouse Awar, qui pose cette question. Comment sont de manière générale sanctionnés les locataires en défaut? Les sanctions sont-elles dissuasives? Merci Prisca pour cette question. Oui, bon alors moi je vous ai dit, moi je m'occupe, j'ai déjà du mal à gérer mon argent, donc je ne veux pas m'occuper de l'argent des autres, parce que c'est beaucoup de soucis effectivement. Après il faut passer par un huissier, il faut faire et malheureusement si on n'arrive pas à trouver de solution, il faut aller au tribunal, et on connaît le tribunal, ça traîne en longueur. Donc, c'est ça aussi un peu le danger. C'est ce que je disais, quand la réussite dans un projet immobilier, c'est de trouver le bon terrain, le bon entrepreneur pour construire votre maison et ensuite le bon locataire qui va être fidèle et qui va vous payer régulièrement ses loyers. Une dernière question, nous avons plusieurs questions. Alors, donc, nous allons certainement revenir sur l'autre question qui a été posée par monsieur... Voilà, Lionel Jerry. La régie, si on peut la retrouver, s'il vous plaît. Elle a été posée à 15h16. Que pensez-vous du manque d'urbanisation au Gabon? Est-ce que cela ne constitue pas un véritable frein à ce qui concerne l'investissement dans l'immobilier? Effectivement, je pense que l'État a toujours été un petit peu en retard par rapport à l'urbanisation. Quand je suis arrivé en 84, j'ai fait la connaissance d'un architecte urbaniste qui travaillait avec François Nguema Ebané, qui était à l'époque, qui avait son petit cabinet d'architecte et qui travaillait, je crois qu'il était secrétaire général au ministère de l'Habitat. Et il faisait des SDO, des schémas d'urbanisme. Il faisait même les villes de l'intérieur, et ils avaient proposé un SDO pour la ville de Libreville, et je crois que ça a toujours traîné. J'ai assisté à des tas de réunions, ça n'a jamais été vraiment mis en place, et c'est dommage parce qu'à l'époque, je me souviens, j'avais travaillé avec lui sur un plan de Libreville où à partir du PK15, on faisait une gare routière, on faisait une route qui partait directement sur Angondjé alors qu'il n'y avait personne à Angondjé. Il faut se souvenir qu'en 1984, quand je suis arrivé ici, je logeais à l'hôtel Gamba, je payais 500 francs pour aller voir un ami qui habitait à la Sablière, qui était une des premières maisons qui était construite en face du Beach Club actuel, une des premières maisons construites à Sablière. Il fallait payer 500 francs de droit pour aller jusque là-bas, pour emprunter la route du Cap. Donc, on pensait déjà, à partir du PK15, à faire une route qui irait directement en Angondjé sans passer par Libreville, ce qui aurait facilité éviter les problèmes actuels. Faire une route qui longeait le chemin de fer pour aller au Vendo, ce qui est en cours de réalisation maintenant. Et c'est dommage qu'on ait attendu 37 ans pour réaliser cela. Merci. Donc, on va prendre juste une toute dernière question de Thierry Alain qui pose cette question. Question à la fois à M. Chandezon et à UBA. Comment, ou du moins c'est une question qui est relative à la diaspora, comment faire en sorte que la diaspora puisse avoir accès, je crois, au projet immobilier, au crédit IMO au niveau du Gabon. Donc nous sommes déjà au niveau de UBA en train de travailler sur un produit de ce type. De tels produits sont déjà proposés par ailleurs au niveau de la maison mère, par exemple au Nigeria. Et je crois qu'au Gabon, on va simplement l'adapter à notre contexte local. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur ce point. Pour m'adresser à M. Chandezon, c'est juste de savoir, M. Chandezon, est-ce qu'il y a des projets ou des choses, des réflexions qui ont été faites justement à l'endroit de la diaspora, cette diaspora qui aujourd'hui veut investir au pays, mais par
parfois, on envoie l'argent à la famille, on envoie l'argent aux parents, et puis quand on arrive, malheureusement, le bien, la maison n'a pas été payée. Oui, ça c'est un problème récurrent au pays d'Afrique. Les gens en France peuvent il faut que ça soit un crédit immobilier, normalement, est appuyé sur un titre foncier. Donc, si on emprunte en France, il faut mettre des garanties pour garantir l'emprunt. Et ensuite, localement, ou remettre en place un compte de refinancement de l'habitat qui soit alimenté régulièrement. À l'époque, c'était par le FNH. Malheureusement, le FNH, l'argent était dilapidé. Je m'appelle Franck. Je suis un jeune entrepreneur. Vous voulez savoir pourquoi j'arbore un si beau sourire? C'est parce que j'ai le monde à portée de main. Je dois me rendre à l'étranger. En un clic, j'ai acheté mon billet sur Internet. La semaine dernière, j'ai emmené ma mère en urgence à l'hôpital. J'ai pu solder les frais d'hôpitaux en un seul geste. Je peux sponsoriser la page de mon entreprise sur les réseaux sociaux et me faire connaître partout dans le monde. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma femme. Et imaginez la suite. Je lui ai commandé le cadeau de ses rêves sur Internet. Tout est tellement simple avec eux. Pas besoin d'ouvrir un compte ou de justifier une situation professionnelle. La carte UBA est faite pour vous. Pour toutes vos transactions bancaires, UBA assure vos arrières. UBA, Africa's Glory. L'excellence ne vient pas du jour au lendemain. En y ajoutant l'innovation du 21e siècle, désormais, elle est sans limite. À United Bank for Africa, nous nous engageons à vous fournir le meilleur pour vous. Nous avons des racines bien ancrées en Afrique. Partout sur notre continent, nous favorisons l'inclusion financière, le commerce et l'esprit d'entreprise. Nous menons nos activités au Royaume-Uni et en France. Nous sommes la seule banque africaine possédant une licence bancaire nationale aux États-Unis. Nous comprenons l'importance du Golfe en tant que plaque tournante du commerce mondial. L'UBA est dotée d'une infrastructure technologique de pointe qui garantit non seulement de faire connaître au monde entier le talent et les perspectives de l'Afrique, mais aussi de ramener le monde entier avec elle. Parce que la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance est que nous serons toujours là pour vous. UBA, la Banque mondiale de l'Afrique. Content creators and storytellers. My name is Tony Elumelu. I'm the founder of the Tony Elumelu Foundation and the founder of S. Odins. I have often agonized, in fact, wondered why the narrative out there on Africa is always negative, extremely pessimistic, and far from the truth as we know it. To encourage you to be involved in this crusade of telling the African story the way it is, in an authentic fashion, and the way it should be told. We must realize that no one but ourselves will tell the story of who we are. So join us in this crusade. L'excellence ne vient pas du jour au lendemain. En y ajoutant l'innovation du 21e siècle, désormais, elle est sans limite.
À United Bank for Africa, nous nous engageons à vous fournir le meilleur pour vous. Nous avons des racines bien ancrées en Afrique. Partout sur notre continent, nous favorisons l'inclusion financière, le commerce et l'esprit d'entreprise. Nous menons nos activités au Royaume-Uni et en France. Nous sommes la seule banque africaine possédant une licence bancaire nationale aux États-Unis. Nous comprenons l'importance du Golfe en tant que plaque tournante du commerce mondial. L'UBA est dotée d'une infrastructure technologique de pointe qui garantit non seulement de faire connaître au monde entier le talent et les perspectives de l'Afrique, mais aussi de ramener le monde entier avec elle. Parce que la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance est que nous serons toujours là pour vous. UBA, la Banque mondiale de l'Afrique. En direct. Ok, bonjour à tous et à toutes, nous sommes de retour. Malheureusement, on a eu quelques petits problèmes techniques. Nous sommes à la fin de ce webinaire, donc nous allons donner l'opportunité à Monsieur Chondezon de nous dire un dernier mot sur justement. Alors, la question c'est laquelle? Que pouvez-vous dire à un jeune Gabonais qui veut se lancer dans l'immobilier aujourd'hui? Alors, nous avons quelques petits problèmes techniques qui vont se résoudre rapidement, mais nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Nous tenons à vous remercier et nous tenons aussi à présenter toutes nos excuses à ceux pour lesquels nous n'avons pas pu répondre aux questions. Et comme je vous le disais tantôt, n'hésitez pas de repartir vers BICP et naturellement, nous restons disponibles. Pour ceux qui ont raté le début de ce webinaire, vous aurez l'opportunité de pouvoir le voir en replay, donc sur nos pages, sur nos différentes plateformes, donc sur les principales. Donc, comme nous le disions sur LinkedIn et sur Facebook, vous aurez l'opportunité de pouvoir revoir le webinaire et ne pas hésiter. Donc, c'est un premier jet que nous avons fait aujourd'hui, mais je crois que c'est un sujet qui est tellement palpitant et intéressant que nous allons certainement vous revenir sur ce thème. Mais sur ce sujet, donc, qu'est l'immobilier, qui est un sujet d'importance sur le plan national, mais nous allons certainement revenir aussi sur des segments, des niches, sur, par exemple, l'immobilier de luxe. Est-ce qu'il existe, est-ce que ce segment existe au Gabon? Si oui, est-ce qu'il est rentable et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement investir investir dans ce segment-là? Donc, merci infiniment pour votre présence. Merci infiniment pour votre participation. Nous tenons encore à remercier M. Chondezon vraiment pour sa disponibilité et son expérience et le partage. Il a décidé de partager son expérience à la jeunesse gabonaise. C'est une très bonne chose. M. Chondezon, un dernier mot pour la fin. Que pouvez-vous dire à un jeune Gabonais qui veut se lancer dans l'immobilier aujourd'hui? Eh ben, qu'il s'arme de beaucoup de courage et peut-être qu'il y arrivera. S'il veut des conseils, il peut toujours venir me voir. Mais toujours qu'il fasse attention, trouver des terrains en titre foncier et trouver des bons partenaires, que ce soit pour la construction et pour toutes ces actions. Voilà. Je remercie bien sûr UBA de m'avoir invité et je suis prêt si dans quelques mois, je pense qu'on va essayer de travailler avec les deux associations, celle en cours de création et celle déjà créée, pour faire avancer le sujet. Et je suis prêt à revenir dans quelques mois faire un nouveau webinaire avec des bonnes nouvelles pour tout le monde. Merci Monsieur Chondezon. Au revoir et merci à tous nos internautes. Merci infiniment pour votre présence et pour votre participation. À nous revoir la prochaine fois à la 13e session des UBA Business Series, qui sait. N'hésitez pas aussi de nous faire des propositions de thèmes. Nous sommes ouverts, nous restons ouverts. Merci, bonne fin de journée à vous et au revoir. Je m'appelle Franck. Je suis un jeune entrepreneur. Vous voulez savoir pourquoi j'arbore un si beau sourire? C'est parce que j'ai le monde à portée de main. Je dois me rendre à l'étranger. En un clic, j'ai acheté mon billet sur Internet. La semaine dernière, j'ai emmené ma mère en urgence à l'hôpital. J'ai pu solder les frais d'hôpitaux en un seul geste.
Je peux sponsoriser la page de mon entreprise sur les réseaux sociaux et me faire connaître partout dans le monde. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma femme. Et imaginez la suite. Je lui ai commandé le cadeau de ses rêves sur Internet. Tout est tellement simple avec eux. Pas besoin d'ouvrir un compte ou de justifier une situation professionnelle. La carte UBA est faite pour vous. Pour toutes vos transactions bancaires, UBA assure vos arrières. UBA, Africa's Global Bank. Content creators and storytellers. My name is Tony Elumelu. I'm the founder of the Tony Elumelu Foundation and the founder of Els Holdings. I have often agonized, in fact, wondered why the narrative out there on Africa is always negative, extremely pessimistic, and far from the truth as we know it. To encourage you to be involved in this crusade of telling the African story the way it is, in an authentic fashion, and the way it should be told. We must realize that no one but ourselves will tell the story of who we are. So join us in this crusade.